3 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Moment de vérité est à Abidjan et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici le président Laurent Gbagbo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Samedi prochain, samedi 25 octobre, on vote en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, élection au cours de laquelle vous n'êtes pas candidat. Élection au cours de laquelle vous ne participerez pas. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple, Non, à non, 85 non, ans. non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans, qui sont Oui, candidats. mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Est-ce que c'est raisonnable, Monsieur le Président, et tout le monde se pose la question, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que quelqu'un comme vous, qui a fait ce que vous avez fait, ayez souhaité être candidat à la présidentielle à 80 ans? Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans, si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. C'est-à-dire moins de 3 mois après que vous ayez pris vos fonctions. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons
repousser Les assaillants. les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. Quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. En Italie, oui. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. alors c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Où vous avez passé une dizaine d'années. Ou une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes revenu, vous n'avez pas pu être candidat. Okay, vous avez dit que vous ne prenez pas votre retraite, que vous resterez toujours dans l'environnement, peut-être pour accompagner. Je pense que c'est plus dans le domaine de l'accompagnement, du legacy. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc, j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... on peut tirer en long, et en long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat à la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat? Ah oui, on est resté plusieurs mois, peut-être 1 an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire.
Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en Oui. réalité. Vous vouliez vraiment... oui. C'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que la vérité pour des que la urnes... vérité puisse s'exprimer. C'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Oui. Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat-là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden. Mais on a vu comment ça s'est terminé, président. Hein? Joe Biden, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce que c'est pas un âge critique quand même? Oui, mais Joe Biden, son prédécesseur, successeur, Donald Trump, bon, vous savez, dans le monde, il y a des présidents qui sont plus jeunes. Je leur souhaite de profiter de leur jeunesse, mais il y a des présidents aussi qui sont très vieux. Il faut qu'ils passent la main. On les regarde, mais surtout, ils prennent des décisions. Ils gouvernent leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment gouverner? Est-ce qu'on n'est pas vraiment affaibli pour pouvoir gouverner? Non. Non, moi je ne ferai pas ce débat-là parce que gouverner, ce n'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner. Mais il faut avoir une certaine lucidité quand même. Ah oui. Or, la lucidité, on l'a. Pas pour tous. Peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut. Alors, président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant, le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo n'est pas candidat.
Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage De la BCAO. de la BCAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCAO. La BCAO n'a jamais déposé plainte. La BCAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On ne vous je a pas suis le amnistié. seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui, c'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil.
Mais président, on va aux élections là, et les gens ont été candidats, Oui. des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 Une candidats. soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Mais alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Moi, j'ai Vous envie de êtes un comprendre. journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis Oui. de l'opposition. Oui. Pourquoi Oui. est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors, pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? Ce n'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui. il y avait une idée de plan B, Oui. représentée par M. Domelo. Oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre les débats qu'il y a eu. Domelo n'a jamais soumis son idée à débat. Au sein du parti? Au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. même moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, mais il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui? Hein? Non. Non. Tous ceux qui sont candidats, là, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça carrément un coup d'État d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, pas à vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires
de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non, cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire « je Ah reste aux affaires oui, pour protéger mon pays » oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi y faire face. s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres Oh et qu'il oui, estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on dit Il y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que Mais vous avez le connu ces président- menaces, vous, Président? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez Mais aux moi, affaires? j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui, Et c'est assez clair. oui, Il a donné des infrastructures, des routes, oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que Quand vous avez je le même suis bilan? arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le Ou de sentiment mes qu'il y a un propos. recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boiflé, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison, à la Maca. Mais ils ne sont pas tous à la Maca. Donc,
Je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la MACA, enfin, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que ça veut dire que tout le PPACI est appelé à aller en prison. Alors, mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. Quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça, c'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire, il n'est pas de la police, il n'est pas de la gendarmerie, parce que bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait y avoir un blanc de nationalité ivoirienne qui peut être, mais il n'y en a pas en ce moment-ci. Alors c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Ça les effraie. Et quand quelqu'un est effrayé à ce point, on ne sait pas quelle va être sa réaction. Hein. Donc, vous avez parlé du fait que vous avez donné la La liberté, liberté. le café cacao que vous avez donné Oui. aux agriculteurs. J'ai fait l'enseignement libre et gratuit pour jusqu'au moins la 3e. Libre et gratuit. J'ai supprimé les uniformes scolaires, mais on les a remis après moi. Monsieur le Président, là Parce c'est... que je ne comprends pas les uniformes scolaires. Il y a des parents qui n'ont pas l'argent dans les villages pour acheter les uniformes. Et pour ça, leurs enfants ne vont pas à l'école. Monsieur le Président, aujourd'hui, là vous venez de dresser un peu le bilan de ce que vous avez fait, malgré la situation qui était chaotique à l'époque. Mais on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne voit pas les routes, on ne voit pas les écoles, on ne voit pas les infrastructures. Oui, mais les routes, en effet, on est élu pour ça. Moi-même, j'ai fait l'autoroute Laquelle? jusqu'à Yamoussoukro. D'Abidjan à Yamoussoukro, c'est... Non, Abidjan à Saint-Gorobo, c'est Oufou-Boigny. Et moi, j'ai fait de Saint-Gorobo à Yamoussoukro. C'est moi. C'est personne d'autre. Moi, tout ce que j'ai fait est utile. J'ai fait l'autoroute de Saint-Gorobo jusqu'à Yamoussoukro. Et j'ai fait un accord avec le président Blaise Compaoré du Burkina pour que nous prolongions l'autoroute jusqu'à Ouagadougou. Moi, je ferai la partie de la Côte d'Ivoire et lui ferait la partie du Burkina. Bon, j'ai fait aussi le pont de Jacquesville.
pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Jacquesville est devenu aujourd'hui un quartier d'Abidjan. Il y a d'autres constructions qui sont des tapalais. La tour qu'on fait au plateau, là, c'est pour faire quoi? Vous estimez que ça n'a pas d'importance, ce qui est en train d'être fait? Ça apporte quoi? Embellir la ville. Embellir la ville. Cette tour-là fait quoi? Et ce pont qu'on a fait pour amener de Cocody à la tour, justement, ça fait quoi là? Moi, j'avais pensé ce pont, mais je l'avais fait pour agrandir le port d'Abidjan et faire un pont au-dessus du canal pour amener ce que j'avais appelé la route Abidjan-Lagos. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Ce sont des choses utiles et non pas des choses pour jouer. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, dans cette période-ci, Oui. ou du moins la sous-région, vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. Oui. Avec les pays de l'AES qui ne parlent Oui. pas avec la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, avec l'AES, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement... C'est de l'enfantillage, quoi. de la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui... Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens. Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, voilà. Alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, oui. Aujourd'hui, il y a l'AES. D'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cet AES-là au départ. Oui. Pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous aujourd'hui? Moi, je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Oui. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, oui, parce que
Là, moi, quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ces pays-là pour saluer les jeunes gens parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années. Généralement, les crises entre deux États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Hein. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas d'autre chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui. Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec des scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Or, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, dans une telle situation, on proteste. Et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche
le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, Forces De défense et sécurité. de sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on craignait de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate et on la punit. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher? Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. Président, on va terminer sur le fait quand même que c'est une opportunité rare de dire, voilà, le président Gbagbo ne sera pas candidat. C'est ce que vous appelez un braquage électoral. Mais oui. Moi, je continuerai d'appeler ça des élections. Vous n'êtes pas candidat à cela. Et qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais vivre un peu, écrire. On a du mal à vous imaginer
Loin de tout ça, hein? Ah oui, oui, mais il faut. Il faut. Il faut. Non, 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 je vais. Il y a des moments où il faut arrêter certaines choses. Au moment du congrès, je serai dans ma 81e année. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Mais, Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé ce temps-là pour Oui. pouvoir parler de cela. Et on espère que tout se passera bien et que cette seconde partie de votre vie, Oui. vous en profiterez vraiment avec votre famille, comme vous l'avez dit. J'espère aussi. Nous arrivons au terme de cet entretien de moment de vérité avec le président Laurent Gbagbo qui nous faisait l'honneur de nous recevoir chez lui à Abidjan. Restez à l'écoute d'Afromédia en téléchargeant l'application Afromédia qui est très conviviale et qui vous offre tous les contenus d'Afromédia. À très vite. Afromédia, 1 an déjà. Une appli plus performante, de nouveaux programmes, une tombola exclusive avec de nombreux lots à gagner, une équipe de jeunes plus élargie. Téléchargez l'application, inscrivez-vous et gagnez de nombreux lots. Une nouvelle interface plus fluide avec un quiz interactif et éducatif accessible aussi hors connexion. Le retour de Archives d'Afrique, des lives et des magazines exclusifs, disponibles sur iOS et Android. Afromédia, le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. Thank you.